Le pouvoir ne vous corrompt pas, il vous révèle. Bonjour, esprit curieux, et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une des questions les plus anciennes et fascinantes de l'humanité. Le pouvoir nous transforme-t-il en monstres ou arrache-t-il simplement le masque des monstres que nous étions déjà? Je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous ne verrez plus votre patron, les politiciens, ni même vous-même, de la même manière. Vous avez sûrement entendu 1000 fois cette célèbre phrase « Le pouvoir absolu corrompt absolument ». C'est l'idée la plus répandue sur ce sujet. Nous pensons à un roi tyran, à un PDG impitoyable, et nous supposons que c'est la position, le trône, qui les a corrompus de l'intérieur. C'est une idée confortable, presque rassurante. Et nous le voyons à petite échelle tous les jours, n'est-ce pas? Ce collègue qui était un ami comme les autres, jusqu'à ce qu'il soit promu superviseur et qui, soudain, semble ne plus vous connaître. Ou cette personne dans une association de quartier qui, une fois élue présidente, commence à parler avec un air d'autorité que vous ne lui aviez jamais vu. Le pouvoir, même minime, semble changer les règles du jeu. Mais cette obsession du pouvoir n'est pas une invention moderne, pas du tout. Pensez-y comme une histoire qui a commencé il y a des milliers d'années. Dans nos anciennes tribus, l'individu qui avait le plus de pouvoir, le leader, contrôlait l'accès à la nourriture, aux meilleurs abris, à la sécurité du groupe. Avoir du pouvoir n'était pas un luxe, c'était la différence entre survivre ou périr. C'est gravé à jamais dans notre ADN. Tout cela n'est que la pointe de l'iceberg. Ce que nous voyons et commentons tous. Mais si c'est ce qui flotte à la surface, quel moteur secret le meuvent en dessous? Que se cache-t-il dans les profondeurs de la psychologie humaine quand quelqu'un obtient une dose de pouvoir? Voici la première grande révélation, celle qui change tout. Des études fascinantes en psychologie sociale suggèrent que le pouvoir ne corrompt pas, il désinhibe. Qu'est-ce que cela signifie? Que le pouvoir ne vous met pas de mauvaises idées en tête. Au contraire, il agit comme un feu vert pour les idées que vous aviez déjà. C'est une permission que vous vous donnez d'agir comme vous le voulez vraiment, sans le frein du qu'en dira-t-on. Et comprendre cela est un outil incroyable. D'une part, cela vous permet de voir des opportunités. Si vous voyez une personne véritablement bonne et empathique monter en grade, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle utilise sa nouvelle liberté pour faire des choses positives. Mais, et c'est crucial, cela vous aide aussi à détecter des signaux d'alarme, ces signes de danger. Si quelqu'un montre déjà de petites tendances égoïstes ou cruelles et que soudainement on lui donne du pouvoir, soyez prudent. Ce pouvoir ne le changera pas, il ne fera qu'amplifier ce qui existait déjà. Le pouvoir est un mégaphone de votre véritable caractère. Il y a une sorte de règle invisible dans tout cela que le psychologue Daché Keltner appelle le paradoxe du pouvoir. Pour obtenir du pouvoir, vous devez souvent être socialement intelligent, collaboratif, généreux, empathique. Les gens vous donnent du pouvoir parce qu'ils vous font confiance. Mais paradoxalement, une fois que vous avez le pouvoir, ces mêmes qualités sont les premières à disparaître. C'est comme si la récompense d'avoir été bon vous mettait en danger de ne plus l'être. Cela se connecte directement à un défaut de fabrication de notre cerveau, appelé le biais d'excès de confiance. Lorsque nous avons du succès ou du pouvoir, notre cerveau a tendance à croire que nous sommes plus intelligents, plus capables et plus justes que nous ne le sommes réellement. Pour contrer cela, il ne suffit pas d'essayer d'être humble. Vous avez besoin d'une stratégie active, comme l'humilité structurelle. Qu'est-ce que c'est? C'est créer des systèmes autour de vous qui vous forcent à être humble. Entourez-vous de personnes qui n'ont pas peur de vous dire que vous avez tort. Recherchez activement des opinions contraires ou planifiez même des réunions où votre seul travail est d'écouter, pas de parler. Les anciens Romains avaient une coutume incroyable. Lorsqu'un général victorieux défilait à Rome à son apogée de gloire, un esclave se tenait derrière lui dans le char et lui chuchotait à l'oreille encore et encore « Memento mori », ce qui signifie « Souviens-toi que tu es mortel ». La morale pour nous aujourd'hui est que nous avons tous besoin d'un memento mori dans nos vies. Un ami honnête, un journal intime, une pratique de méditation, quelque chose qui nous rappelle, dans nos moments de succès, que nous restons humains et faillibles. Si tout cela nous apprend quelque chose, c'est ce principe fondamental. Le pouvoir est un amplificateur, pas un transformateur. Par conséquent, la question clé que nous devons nous poser n'est pas « que fera le pouvoir de cette personne ?», mais une question beaucoup plus profonde. Qui est cette personne en ce moment même avant de la voir? C'est là, dans l'instant présent, que se trouve la réponse. Il semble que nous ayons une carte assez claire, n'est-ce pas? Le pouvoir comme un révélateur, pas un créateur. Un outil qui montre ce qui est déjà à l'intérieur. Mais si vous pensiez que c'était déjà clair, préparez-vous car ici l'histoire devient un véritable chaos. La première grande controverse est l'éternelle lutte. Naissons-nous avec un désir de pouvoir ou l'apprenons-nous? D'un côté, les biologistes désignent des hormones comme la testostérone et des circuits de récompense dans le cerveau qui s'activent avec la domination.
Pour eux, ce qui est en jeu est d'accepter qu'il existe une base biologique, une prédisposition. D'un autre côté, les sociologues soutiennent que nos cultures, en particulier les cultures capitalistes et compétitives, nous enseignent à désirer le pouvoir. Pour eux, ce qui est en jeu est la possibilité de construire des sociétés plus égalitaires en changeant les systèmes et non la biologie. Et cela nous amène à un mythe que nous adorons, l'idée du leader né. Pourquoi nous fascine-t-elle tant? Parce qu'elle simplifie le monde. Il est plus facile de croire que certaines personnes sont destinées à diriger que d'accepter que le leadership est un ensemble de compétences complexes que n'importe qui pourrait ou devrait apprendre. Croire au leader né nous permet de céder notre propre responsabilité et de simplement suivre. Voici un paradoxe qui va vous retourner le cerveau, le dilemme du pouvoir bienveillant. Imaginez que vous voulez résoudre un problème énorme comme la pauvreté. Pour ce faire, vous devez accumuler une quantité immense de pouvoir et d'influence. Mais l'acte même d'accumuler ce pouvoir vous expose au risque de devenir déconnecté, arrogant et égoïste. Précisément, les qualités qui causent le problème que vous vouliez résoudre. Est-il éthique de rechercher un pouvoir qui pourrait vous détruire moralement, même pour la meilleure des causes? Maintenant, un point de vue critique. Nous tenons pour acquise la structure de pouvoir au travail. Il y a un patron, puis il y a les autres. Nous acceptons une autocratie, un gouvernement d'un seul, là où nous passons la majeure partie de notre vie d'adulte. Pourtant, nous exigeons la démocratie dans nos pays. Pourquoi acceptons-nous sans la remettre en question cette absence de pouvoir et de voix pendant 8 heures par jour? C'est une objection éthique à quelque chose que nous considérons comme complètement normal. Pensons à une autre controverse, les dynasties politiques, ces familles où le pouvoir passe de parents à enfants. Il y a des décennies, le débat portait sur le fait de savoir si le fils ou la fille avait l'expérience ou le lignage approprié. Aujourd'hui, la conversation a complètement changé. Nous débattons maintenant du privilège, de l'inégalité des chances et de savoir s'il est juste que quelqu'un ait un accès si disproportionné au pouvoir simplement par son nom de famille. Au fond, tout cela se connecte à la condition humaine de manière très profonde. Certains penseurs, comme l'anthropologue Ernest Becker, suggèrent que notre quête de pouvoir, de laisser un héritage, d'être souvenu, est en réalité une forme de lutte contre notre terreur la plus profonde, la peur de la mort et de l'oubli. Le pouvoir nous offre une illusion d'immortalité. Comme vous le voyez, la réalité est un imbroglio de biologie, de psychologie, de culture et de dilemmes qui n'ont pas de réponse facile. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails subtils, ceux qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Voici un concept de niveau expert, l'effet miroir du pouvoir. Des recherches en psychologie sociale ont découvert que le pouvoir ne change pas seulement la façon dont vous voyez les autres, il change la façon dont vous vous voyez vous-même. Les personnes en position de pouvoir ont tendance à s'attribuer le mérite des résultats positifs, même lorsqu'ils sont dus à la pure chance. Elles commencent à croire à leur propre légende. Parlons du cerveau. Des études en neurosciences suggèrent que le pouvoir peut affecter le réseau neuronal responsable de l'empathie. La meilleure analogie est la suivante. Imaginez que votre cerveau a une antenne spéciale pour capter les émotions des autres. Le pouvoir agit comme une interférence statique qui réduit le volume de cette antenne. Ce n'est pas que vous deveniez sourd aux sentiments d'autrui, mais le signal arrive beaucoup plus faible et vous avez besoin d'un effort conscient pour vous accorder avec elle. Il y a un héros secret dans l'étude du pouvoir et ce n'est pas un scientifique. Il s'appelle Robert Caro, un biographe qui a dédié plus de 40 ans de sa vie à étudier un seul homme, le président américain Lyndon B. Johnson. Son œuvre est sans doute l'analyse la plus profonde et la plus détaillée jamais écrite sur la façon dont le pouvoir est obtenu, utilisé et abusé, et comment il révèle jusqu'au moindre recoin du caractère d'une personne. Maintenant, une théorie rebelle de celles qui vont à contre-courant. Normalement, nous pensons que les personnes les plus compétentes sont celles qui accèdent au pouvoir. Mais et si c'était l'inverse? La théorie de la sélection par soumission propose que de nombreux systèmes de pouvoir ne récompensent pas la compétence, mais l'obéissance à celui qui est déjà au sommet. On monte non pas en étant le meilleur, mais en étant le plus loyal au système existant. Il y a un détail de la recherche scientifique qui heurte de plein fouet notre intuition. Dans une célèbre expérience, on a créé des groupes de 3 personnes et on en a nommé une au hasard comme leader. Ensuite, on a apporté un plat avec 4 biscuits. Le résultat? Le leader désigné au hasard était largement plus enclin à prendre le 4e biscuit et à le manger sans retenue, à pleine bouche. C'est incroyable, car le pouvoir était totalement faux et insignifiant. Et pourtant, il a changé le comportement. Notre intuition nous dit que seul le grand pouvoir corrompt, mais la science montre qu'une pincée suffit. Et maintenant, le moment Eureka. Si nous connectons toutes les pièces que nous avons vues, la désinhibition, l'empathie qui s'estompe, l'excès de confiance, toutes pointent vers un mécanisme central.
Le pouvoir provoque un changement fondamental dans notre centre d'attention. Nous passons de la pensée en nous à la pensée en moi. Nos objectifs, nos besoins et nos perspectives deviennent, dans notre esprit, les choses les plus importantes de l'univers. C'est le grand interrupteur. Avec ce niveau de détail, l'image est beaucoup plus nette, n'est-ce pas? Le pouvoir n'est pas une force mystique, c'est un phénomène avec des causes et des conséquences mesurables dans notre biologie et notre psychologie. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière, celle de la spéculation et de l'émerveillement. Imaginez le monde dans 100 ans. Avec la neurotechnologie et l'intelligence artificielle, pourrions-nous créer des systèmes de pouvoir éthiques? Pensez à des leaders avec des capteurs qui les alertent lorsque leur niveau d'empathie baisse, ou à une IA qui analyse les décisions politiques pour détecter les biais induits par le pouvoir. Une sorte de memento mori technologique. Et c'est ici que la science se heurte à un mur et que la philosophie doit prendre le relais. La science peut expliquer comment le pouvoir révèle notre caractère, mais elle ne peut pas nous dire quel est notre vrai moi. Êtes-vous plus vous-même lorsque vous êtes sous les contraintes et les attentes sociales, ou êtes-vous plus vous-même lorsque le pouvoir vous en libère? C'est une question sans réponse scientifique. Pensons à une implication vertigineuse. Si le pouvoir révèle simplement un « moi » qui était déjà là, attendant les conditions adéquates pour émerger, que dit cela de notre liberté? Peut-être que notre personnalité n'est pas quelque chose que nous construisons jour après jour, mais un programme qui est déjà écrit et qui n'a besoin que d'être exécuté par les circonstances. L'idée que nous ne sommes pas autant aux commandes que nous le pensons est accablante. Maintenant, connectons cela avec l'avenir de l'humanité. Les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, le changement climatique, les pandémies, l'inégalité, requièrent une coopération mondiale sans précédent. Cependant, notre psychologie du pouvoir, héritée de la tribu et centrée sur la domination et la compétition, est le plus grand obstacle. Apprendre à gérer notre relation avec le pouvoir n'est pas seulement une amélioration personnelle, cela pourrait être la clé de la survie de notre espèce. Et voici l'idée la plus provocatrice de toutes. Peut-être que l'objectif final n'est pas de trouver les bonnes personnes à qui donner le pouvoir. Peut-être que la véritable utopie, la vraie solution, est de concevoir des systèmes sociaux et technologiques où le pouvoir, tel que nous le connaissons, simplement ne serait plus nécessaire. Et ici, notre voyage s'arrête. Nous sommes partis d'une phrase de café du commerce pour atteindre le bord même de la philosophie et du futur. Maintenant, prenons du recul et contemplons l'incroyable tableau complet. Au début de ce voyage, nous sommes partis d'une idée très simple, une phrase que nous connaissons et répétons tous. Le pouvoir corrompt. Et regardez où nous en sommes maintenant. Nous nous demandons si notre vrai moi est celui qui est lié ou celui qui est libre. Et nous spéculons si l'avenir de l'humanité dépend de rendre obsolète le concept même de pouvoir. Nous sommes passés d'un dicton populaire à un abîme existentiel. C'est ça, chers amis, la véritable et passionnante aventure de la connaissance. De tout ce que nous avons exploré, de toutes les idées, expériences et dilemmes, quelle pièce de cet énorme puzzle vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui restera en résonance dans votre tête demain quand vous irez travailler? J'aimerais vraiment lire vos réflexions dans les commentaires. C'est le genre de conversation qui nous enrichit tous. Merci d'avoir dédié votre temps, votre attention et votre esprit à ce voyage. Si ces immersions profondes dans les grandes questions de la vie vous fascinent, assurez-vous de vous abonner et d'activer cette petite cloche, car ce n'est que le début. Tout un univers d'idées nous attend. À la prochaine, ne cessez pas de vous poser des questions. Continuez à tout remettre en question. Parce qu'au final, la question la plus importante n'est pas ce que vous feriez avec le pouvoir, mais ce qu'il est déjà en train de faire avec vous. 91.